Donc je collectionne les machines à calculer depuis une trentaine d'années et je vais vous en présenter quelques-unes. L'histoire des machines à calculer présente un très très grand virage au début du XVIIe siècle avec en particulier Pascal et sa Pascaline qui est la première machine à calculer. L'invention majeure donc, de Pascal, de Blaise Pascal, c'est l'automatisation de la retenue. Donc, il imagine une machine qui va permettre de faire des additions et qui va permettre de gérer les retenues dans les additions. Le principal défaut ou inconvénient ou point faible, on peut dire, de cette première machine, de cette machine initiale, c'est qu'elle ne permet pas de faire des multiplications autrement que par une répétition d'addition. Et donc le problème se pose dès que Blaise Pascal présente ces machines à l'ensemble du monde scientifique et philosophique de l'époque, donc à Huygens par exemple, et à Leibniz. Et donc Leibniz s'attelle à ce sujet et il va dire comment on peut faire pour multiplier aussi facilement qu'on additionne avec la pascaline. Et donc il va inventer plusieurs systèmes. Donc un premier système qu'on appelle le cylindre de Leibniz, qui est un cylindre cannelé qui permet de conserver en mémoire le multiplicande de façon à pouvoir le réappliquer, le réadditionner systématiquement sans avoir à le réentrer. Donc ça c'est la première invention de Leibniz. Et la deuxième invention de Leibniz, c'est le fameux chariot mobile qui permet de décaler en puissance de 10 le multiplicand de façon à pouvoir, quand on veut multiplier par 13, on ne va pas additionner 13 fois, mais on va additionner 3 fois pour les unités et 1 fois pour les dizaines. Donc ces deux inventions-là vont se retrouver dans toutes les machines mécaniques ultérieures. Bien que, en fait, effectivement, Leibniz n'est jamais allé complètement au bout de sa machine, et elle a fonctionné, on en a deux exemplaires qui ont été réalisés, mais jamais très bien, et donc pas de façon réellement industrialisable et utilisable de façon généralisée. Le sujet va en rester là jusque donc en 1820, où Thomas de Colmar va aller reprendre les idées de Leibniz et les industrialiser. Alors, pourquoi Thomas de Colmar? Qui était Thomas de Colmar? Et pourquoi il fait ça donc, et dépose les brevets en 1820? Alors d'abord, Thomas de Colmar était quelqu'un de très très riche qui avait fait fortune en étant fournisseur des armées napoléoniennes. Donc il avait énormément d'argent et il est l'inventeur, en fait, de tout un ensemble de prestations d'assurance. Donc il a créé une assurance, et dans le cadre de ces assurances, il a inventé l'assurance vie en particulier. Et l'assurance vie, ça suppose de faire des tables d'espérance de vie, donc de savoir statistiquement, en fonction de l'âge, combien de temps va durer la vie. Et donc ça suppose des tables très complexes. Et pour calculer ces tables très complexes, donc Thomas de Colmar va imaginer de prolonger donc les inventions de Leibniz en les réalisant. Et il était très riche, donc il a eu les moyens de le faire. Et donc il a créé ce qui maintenant s'appelle l'arithmomètre de Thomas de Colmar, qui est la première machine qui a été réellement industrielle. Il en a offert à tous les grands de ce monde, il en a offert au pape, aux tsars, à tous les rois. Et il a eu un assez bon succès commercial, puisqu'il y en a eu plusieurs dizaines de milliers de fabriqués, et que la fabrication ensuite était poursuivis sous des formes diverses. Et quand les brevets sont tombés dans le domaine public, toutes les idées de Leibniz, donc, et prolongées par Thomas de Colmar, ont été reprises dans de très très nombreuses machines, jusqu'en 1960-1970, où les machines étaient encore sur les mêmes concepts. Donc, on va reprendre maintenant donc, au départ et puis regarder la pascaline. Bien, donc voilà donc une pascaline, enfin plus exactement une réplique de pascaline, bien sûr, puisque les pascalines qui ont subsisté depuis le XVIIe siècle sont principalement au musée des Arts et Métiers et au musée Lecoq
à Clermont-Ferrand. Donc la principale invention de Pascal, c'est de gérer la retenue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a ici les unités, et quand on va dépasser 9 unités, on va activer automatiquement la retenue et avoir une dizaine. C'est ça l'invention fondamentale de Pascal, ainsi que la configuration globale avec des rondelles pour l'inscripteur et puis un affichage. Nous allons faire donc une addition avec cette réplique de Pascaline de la machine de Blaise Pascal qu'il a inventée entre 1642 et 1645. Donc on va ajouter 640 à 20 dans un premier temps. Donc je mets sur les 6 centaines le stylet, sur les 4 dizaines le stylet, et on a 640 en lecture directe sur l'affichage. Et maintenant on va rajouter 20, donc pour rajouter 20, je vais rajouter 2 dizaines, et on a 660 donc sur l'affichage en lecture directe. Supposons maintenant que je veuille rajouter à nouveau 60, donc je vais remettre le stylet sur 6 dizaines. Et là on voit que 66 plus 6, ça fait 72, et donc on a bien un résultat de 720. Et l'invention principale de Blaise Pascal, c'est ce reporter qui a permis, donc, quand on est passé ici de 6 à 12, de reporter une centaine de plus pour faire le bon résultat, 720. Nous allons maintenant ouvrir la réplique de la Pascaline pour voir comment l'opération se fait. Donc on repart du 660 et on va voir comment s'opère donc l'addition des 60 comme on l'a fait tout à l'heure. Donc, on ouvre la platine de la Pascaline. Donc chaque inscripteur est relié à un engrenage dit engrenage moulin qui vient s'engrainer donc depuis sur le cylindre principal de transmission. Donc ici on retrouve les chiffres, les tambours, et qui tournent. Et donc quand on retrouve notre 66 qui est là. Donc si j'ajoute 1, on voit 67, 68, et là on voit la petite masselotte qui monte, portée par la transmission. Et donc 69, là elle est tout en haut, et quand on va passer la dizaine, on voit le reporter qui tombe, donc, et là on est maintenant à 7 et 70. Je termine l'addition avec 2 et je retrouve mon 72 de tout à l'heure. Donc les inventions fondamentales de Blaise Pascal, c'est plusieurs choses. C'est la transmission, la masselotte qui permet le report des retenues, le petit mécanisme qui permet l'anti-retour, donc la rotation ne peut se faire que dans un seul sens, et elle permet aussi de bloquer l'affichage pour qu'un des chiffres soit en face des fenêtres. Et enfin, l'affichage donc du nombre qui donne le résultat de l'addition. En dessous, ce qu'on voit apparaître, c'est un affichage qui est inversé par rapport à l'addition et qui permet la soustraction par le complément à 9, mais ça, c'est une autre vidéo. Alors, par opposition, donc ce dont on parlait tout à l'heure, les instruments de calcul sont comme les bouliers ou comme les adiateurs ou comme les bâtons de Neper, des instruments qui n'opèrent pas automatiquement la retenue et qui n'ont pas donc d'automatisme, qui sont simplement des aides au calcul. Voilà. Donc la deuxième machine qu'on peut considérer comme étant à la base de l'ensemble des autres machines qui verront le jour plus tard, c'est l'arithmomètre de Thomas de Colmar. Donc sur cette machine-là, on a la possibilité d'inscrire en fait le multiplicande avec des curseurs et ensuite de cumuler en tournant sur une manivelle. Donc une fois, deux fois, trois fois et autant de fois que nécessaire.
Et l'autre invention de Leibniz, donc, qui a été reprise et industrialisée par Thomas de Colmar, c'est le chariot mobile, puisque là j'ai cumulé sur les unités. Si je décale comme ça, je vais maintenant cumuler sur les dizaines, et ainsi de suite sur les centaines, et autant que nécessaire. Donc c'est cette machine-là qui aura été la première machine industrialisée. Les concepts qui sont dans cette machine, qui sont utilisés par Thomas de Colmar et sont repris de Leibniz, seront ensuite utilisés dans toute une série de machines, que ce soit la TIM, que ce soit in fine la Curta, donc la fameuse Curta, qui a été fabriquée donc jusque dans les années 1970. D'autres systèmes que les cylindres de Leibniz ont été inventés ensuite lorsque la demande a augmenté. En gros, dans les années 20, le nombre de machines a explosé. Et donc là, on voit l'évolution de ces machines du point de vue de la fabrication. Donc ça, c'est une machine de la fin du 19e siècle. Ça, c'est une machine des années 1920. Et ça, c'est une machine des années 1960 avec à peu près la même mécanique, puisque la mécanique est celle dite des engrenages à nombre de dents variable. Et donc le principe en est qu'on a un certain nombre de dents et que quand on tourne en fait le mécanisme, les dents apparaissent et disparaissent, disparaissent et apparaissent. Et donc ensuite, quand on fait tourner la manivelle, eh bien ce nombre de dents engraine du nombre par lequel on veut multiplier. Donc différentes techniques, mais les concepts de base sont toujours ceux de Leibniz, différentes réalisations et puis une progression en termes de mécanique. L'arythmomètre ayant été la première machine à fabrication industrielle, à partir des années de la fin du 19e et au début du XXe siècle, à la fois la demande se multiplie et l'offre se multiplie aussi. Et donc on a la mise au point donc des cylindres à nombre de dents variables et donc les machines qu'on appelle de Hodner, du nom d'un Suédois qui a inventé ces machines-là. Donc ça, ces trois machines-là ont exactement le même principe calculatoire, mais on voit l'évolution du mode de fabrication. Donc voilà, ça c'est une Brunsviga donc de 1920 à peu près, et qui permet de faire les additions, les multiplications, et on va voir les vidéos correspondant à cette machine. Nous allons faire une multiplication avec cette machine Brunsviga, construite environ en 1930. Ce modèle a été fabriqué de 1927 à 1943 par Brunsviga, donc en Allemagne. Donc on va faire une multiplication, donc 365 multiplié par 76. Et donc on commence par bien vérifier que tous les compteurs sont à 0. Et on inscrit donc 365, voilà, qu'on va multiplier donc par les unités 6 fois. Voilà, donc 6 fois 365, ça fait 2190. Maintenant, je décale sur les dizaines et je vais multiplier par 7. Voilà, et donc 365 fois 76, ça fait 27 740. Et dans une prochaine vidéo, je vais enlever le haut pour voir le mécanisme d'Hodner à nombre de dents variables. Dans une vidéo précédente, nous avons multiplié avec cette machine Brunsviga de 1930
Et là, donc, j'ai enlevé les vis pour pouvoir dégager le capot et voir le mécanisme d'Oedner, qui consiste donc en des petits leviers qui dégagent, qu'on manipule pour dégager un nombre de dents variable. Donc là, pour l'instant, tout est à 0. Donc si je tourne, que se passe-t-il? Là, rien, puisque toutes les dents qui sont ici sont rentrées. Et simplement, j'ai compté un tour, puisque là, on va compter le multiplicateur, et donc, 1 fois 0, ça fait 0. Je remets justement à 0. Et donc là, maintenant, on va positionner le curseur comme tout à l'heure, à 365. Voilà. Et donc, quand je tourne, là, les dents sont levées, 3 dents ici, 6 dents là, 5 dents là, et donc ça engraine sur le résultat 365. Donc 1 fois 365, ça fait 365, et je peux continuer à tourner 2, 3, 4, 5, 6 fois. Donc j'ai 6 fois 365 qui est égal à 2190. Et là, donc, je vais pouvoir décaler d'un cran, c'est-à-dire mettre en face des unités ici, les dizaines, de façon à pouvoir multiplier maintenant par le 7 de 76. Et donc je tourne cette fois. Et donc je retrouve mon résultat tout à l'heure, 76 fois 365, ça fait 27 740. Et donc, pour remettre le nombre de dents à 0, il faut rejouer sur les curseurs, voilà, ou bien utiliser le levier qui se trouve ici. Donc voilà l'essentiel du mécanisme, avec la deuxième partie de ce mécanisme qui est très importante, qui est la retenue. Et là, on voit en fait ces petites dents variables qui viennent se mettre et s'engranger en fonction de la retenue. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de retenue. Et s'il y avait une retenue à faire, alors la puissance de 10 inférieure pousse la dent dans ce sens-là et engraine sur la puissance de 10 supérieure. Donc voilà, donc le système à nombre de dents variables d'Oedner qui a alimenté un très très grand nombre de machines jusqu'aux années 70, jusqu'aux années 1970. À partir donc des années 1920, la production va augmenter de façon très très importante, et donc les machines de Oedner seront fabriquées donc par Brunsviga en Allemagne, mais ensuite seront fabriquées dans tous les pays, donc que ce soit en France avec Vaucanson ou en Italie, des usines vont se monter pour faire ce genre de mécanique fine qui permet de construire des machines à calculer fiables, robustes et pas trop lourdes, bien qu'elles soient quand même très lourdes étant de la mécanique. Alors, un autre type de machine qui est resté sur les principes de la machine de Leibniz et de l'arithmomètre, c'est la TIM. Alors, TIM, ça veut dire Time is Money, et donc on voit d'où quel était l'argument des fabricants, était de dire qu'effectivement on faisait des multiplications rapidement, de façon fiable et pas trop chère. Cette machine-là donc était fabriquée d'abord en Allemagne, mais ensuite a été fabriquée aussi aux États-Unis et a été une des machines extrêmement commercialisées pendant toutes les années 1940. Et donc mais des variantes de ces machines-là ont pu être aussi imaginées, comme celle-ci, qui est un équivalent Monroe, mais fabriquée dans les pays de l'Est, qui effectivement reprenait les machines au fur et à mesure que les brevets tombaient dans le domaine public. Une machine un peu particulière est le comptomètre, qui lui avait vraiment pour but
de faciliter la vie sur le comptoir. Donc c'est une machine qui ne fait que des additions, mais qui les fait extrêmement rapidement. Et celle-là date de 1915 et qui était dans tous les magasins aux États-Unis. Ça, c'est vraiment une conception et une fabrication purement américaine. Donc on va voir maintenant les vidéos permettant de détailler le mode de fonctionnement de la TIM. Nous allons donc faire une multiplication avec cette machine TIM à cylindre de Leibniz. Donc par exemple 365 multiplié par 76. Donc on commence par mettre le levier sur addition. On entre 365 et on va multiplier par 76, donc d'abord par 6 unités. Et maintenant, on va multiplier par 7 dizaines. Et donc 365 multiplié par 76, ça fait 27 740. Dans une vidéo précédente, nous avons fait une multiplication avec cette machine TIM à cylindre de Leibniz. Et maintenant, nous allons voir la division. Donc l'exemple pris pour la multiplication, c'était 365 multiplié par 76 qui faisait 27 740. Donc nous allons faire la division correspondante. Donc 27 740, donc je pose 27 740. 27 740. Et j'ai deux façons pour mettre un nombre dans le totalisateur. C'est soit comme ça en faisant une addition, ce que je viens de faire, soit je peux soulever et mettre directement un nombre. Donc je vais mettre par exemple 27 745. Alors pour diviser par 365, je vais donc rentrer 365. Et soustraire autant de fois que je le pourrais, 365 de 27 745. Donc pour soustraire, on pourrait tourner la manivelle dans l'autre sens, ce qui serait une bonne idée, mais là, ça ne fonctionne pas. La manivelle tourne toujours dans le même sens. Et donc, je mets en position soustraction. Donc, 36 000, c'est plus grand que 27 000, donc ce ne sera pas des centaines, ce seront des dizaines. Et donc, je commence à enlever 3 650, autant de fois je le peux, de 27 745. Donc, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 7 fois, à 8 fois, donc la sonnette m'indique que j'ai dépassé la valeur, donc je corrige en mettant en positif, et j'ai déjà 7 dizaines. Maintenant, je vais aller chercher les unités. Donc, toujours en position soustraction. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À nouveau, la sonnette m'indique que j'ai dépassé la valeur cherchée. Je reviens à l'écran. Et voilà le résultat. Donc, 27 745 divisé par 365, ça fait 76 et il reste 5. Et donc, ces machines, donc, comme la facite qui est là, ont été utilisées donc, largement dans les années 60 dans tous les services comptables et dans tous les services d'ingénierie. Et une machine un peu particulière, c'est la Curta. Alors d'abord, elle est particulière parce que c'est la machine la plus petite qui ait jamais été réalisée. Ensuite, elle est particulière par son histoire, puisque l'inventeur a été interné dans les camps de concentration allemands, et c'est dans ces camps de concentration qu'il a conçu cette machine, qu'il a ensuite réalisée lorsqu'il a été libéré dans les années 40, à la fin des années 40. Donc cet exemplaire-là date des années 60, mais a été fabriqué jusque dans les années 70 et utilisé dans les années 70 par tous les ingénieurs débutants, dont moi, qui ai utilisé ce type de machine. Et donc le principe de fonctionnement, c'est que là, on met le multiplicande ici, et là on tourne autant de fois qu'on veut multiplier. Donc là je suis sur les unités et ensuite sur les dizaines.
voilà, et sur les centaines. Et donc, on voit 122 le multiplicateur, 256 le multiplicand, et le résultat, 31 232. Voilà, donc ces machines-là ont été étaient utilisées au quotidien jusqu'aux années 70, et au milieu des années 70 sont apparues les machines à calculer, principalement Texas Instruments et HP, avec les derniers brevets sur les affichages permettant de fabriquer des machines petites, pas chères, électroniques, et qui ont totalement arrêté en fait finalement la fabrication de toutes ces machines mécaniques. Alors totalement, mais pas complètement, en fait, parce qu'il restait quand même un créneau qui était les caisses enregistreuses, parce que pendant très longtemps, on n'a pas su articuler l'électronique du calcul et la mécanique de l'ouverture du tiroir. Et donc, à cause de ce petit détail, les machines mécaniques sont restées sur les comptoirs des magasins encore une bonne dizaine d'années, pratiquement jusqu'à la fin des années 80. Je suis ingénieur de formation. Et ayant eu la chance d'être ingénieur à partir des années 1970, j'ai pu participer à l'explosion de l'informatique. Et donc l'essentiel de ma vie professionnelle a été réalisé dans les services informatiques. Et dans les années 80, dans le conseil, nous avions lancé un concept qui était la juste informatisation. Alors, d'où venait ce concept? C'était simplement lié au constat qui avait donné lieu à toute une série d'articles dans les années 80, que d'une part, l'informatique n'apportait finalement pas tant de gains de productivité que ce qu'elle annonçait, et surtout que de très nombreux projets informatiques étaient en échec. Et donc nous avons essayé à l'époque, donc vraiment au début des années 80, de concevoir un ensemble de concrétisations permettant aux dirigeants d'approcher le concept de juste informatisation. Et pour ça, donc, un des points clés était évidemment la limite. Et autant la limite d'un système informatique est difficile à démontrer, autant on a pu, avec les machines mécaniques, montrer à quel point à la fois ces machines étaient inventives, apportaient des solutions à des problèmes particuliers, mais n'apportaient pas des solutions à tous les problèmes. Et qu'en plus, dans la façon même d'apporter les solutions à des problèmes, il y avait des limites, les limites mécaniques, et que ces limites mécaniques qui étaient bien faciles à avoir dans les systèmes mécaniques existaient exactement de la même façon dans tous les systèmes automatisés, et en particulier dans les systèmes informatiques, même s'ils étaient plus difficiles à voir. Donc voilà, c'est un peu l'origine de mon intérêt pour ces machines et pour leur origine. Et donc j'avais commencé effectivement par la réalisation d'une pascaline, puisque c'est à tout honneur, à tout seigneur, tout honneur, et il fallait commencer par la première. Et ensuite, se sont poursuivi cet intérêt, s'est multiplié cet intérêt pour ces machines mécaniques et leur histoire. Alors, cette collection de machines, on a décidé donc avec quelques amis de les mettre à disposition pour des opérations essentiellement de culture informatique et de culture scientifique. Et donc on a eu l'occasion de présenter ces machines à la fois dans des médiathèques, bien sûr. On les a présentées en prison aussi, de façon dans le cadre d'animations culturelles permettant de mettre les détenus dans de bonnes situations pour pouvoir sortir, et donc pour les ramener vers la culture, et en particulier vers la culture scientifique. Et aussi,
beaucoup dans les collèges et dans le primaire. Donc ces machines sont en particulier tout à fait bien adaptées, du moins c'est notre conviction, pour faciliter l'acquisition de la numération et faciliter l'acquisition des opérations, donc globalement en CM1, CM2, 6e, ce que les professionnels appellent le cycle 3. Donc, je suis Émilie Viau, je suis professeure de mathématiques au Collège François Villon. C'est un collège REP dans le 14e arrondissement de Paris. J'ai rencontré Yves Serra et Pierre Huguet par l'intermédiaire du Fab Lab qui s'était installé dans mon établissement. Ils nous ont proposé de travailler autour des machines à calculer. Donc, Yves et Pierre interviennent dans nos classes, dans plusieurs classes de 6e depuis 2 ans maintenant. Ils nous présentent les bouliers, les abacs, les machines à calculer. Les élèves sont intéressés, me posent plein de questions, attendent ces rendez-vous puisqu'ils viennent une fois par mois sur l'année scolaire et attendent avec impatience ces rendez-vous. Alors, on s'est aperçu, ça fait déjà un petit moment, que les élèves avaient des difficultés au niveau de la numération. Et quand on fait, par exemple, des séances autour des bouliers, c'est quelque chose qui permet aux élèves de visualiser les nombres, de comprendre le principe de positionnement de la numération. On place bien les unités, les dizaines, les centaines. Et quand il s'agit d'additionner des nombres, on peut donc manipuler, visualiser la retenue, de comprendre que 10 unités, ça fait une dizaine. Tout ça, les élèves le manipulent, le voient, le verbalisent et ça permet ensuite, quand on fait les algorithmes opératoires sur papier, ça leur permet de faire un lien avec ce qu'on a fait en séance avec Yves et Pierre. Ils l'ont manipulé et ils sont capables de le retranscrire sur papier ensuite. Voilà, pareil avec les machines comme la TIM, quand on fait la multiplication, ce décalage qu'on fait quand on multiplie par les dizaines, ils le manipulent en déplaçant la réglette. C'est le cas aussi avec la machine comptométeur. Ils déplacent leurs doigts pour passer des unités aux dizaines. Ils font vraiment ce décalage. Ils le font physiquement et sur papier, sont capables ensuite de bien comprendre pourquoi on met ce 0 quand on décale. On apprend aussi avec Yves Serra et Pierre Huguet, les élèves apprennent aussi d'autres façons de calculer, d'autres algorithmes opératoires comme la multiplication par jalousie ou les bâtons de Neper qui permettent de se passer de la connaissance des tables de multiplication tout en se basant sur le système qu'on utilise sur papier. Ça permet de découvrir d'autres façons de faire des multiplications et chacun ensuite peut choisir sa méthode, même si c'est un peu plus difficile, les bâtons de Neper en contrôle, de les utiliser. Alors, on fait des séances donc avec Yves et Pierre, mais il m'arrive de poursuivre le travail en classe suite à leur venue pour aller pour approfondir les choses, puisque 1 heure, c'est malgré tout assez court pour tout approfondir. Donc après, en classe, on fait des exercices plus complexes. Les élèves ont un peu plus de temps pour comprendre et intégrer ces autres méthodes, pour manipuler avec les bouliers aussi qu'on a achetés avec notre établissement. On se sert aussi de toutes ces connaissances lors de ce qu'on appelle la bricole buissonnière dans mon établissement, où on va avoir un stand et où les élèves de 6e vont pouvoir présenter les bouliers, la multiplication par jalousie, des machines à calculer aux élèves des écoles primaires du secteur. Et donc, ils vont verbaliser tout ce qu'ils ont appris voilà, lors de toutes ces séances. Donc, ces séances-là intéressent aussi bien les filles que les garçons, aussi bien les élèves en réussite habituellement que ceux qui rencontrent plus de difficultés. Voilà, Yves Serra et Pierre Huguet arrivent à capter l'attention de tout le monde. Et pareil, quand on fait les séances après en classe, où on réutilise ce matériel, les élèves restent attentifs et sont très contents de pouvoir manipuler, de faire des mathématiques autrement.